Alors, avant de commencer avec le vif du sujet qui vous intéresse tous, donc les hirondelles, il est important de resituer un petit peu, mettre dans le contexte de cette enquête, parce qu'en fait, elle prend place dans le cadre d'un projet qui s'appelle CBiodive, qui est porté par la LPO depuis l'année dernière, et qui est en fait un atlas de la biodiversité, l'atlas de la biodiversité même de la métropole clermontoise. Bon, ce terme ne va peut-être pas parler à beaucoup d'entre vous. On peut se demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme atlas de la biodiversité. Eh bien, on peut le résumer assez simplement comme un inventaire géant en fait de la faune et de la flore d'un territoire. Et donc, dans le cadre de ces biodives, ce territoire, c'est les 21 communes de la métropole que vous pouvez voir à l'écran. Et donc, c'est un projet, comme je le disais, qui a démarré l'année dernière, en 2020, et qui aura lieu jusque fin 2022. Là encore, vous pouvez vous demander, bon, c'est très bien, un inventaire, inventorier les espèces de faune et de flore, mais pourquoi faire? Quel objectif? Eh bien, en fait, là encore, on peut le résumer assez simplement. L'objectif, c'est de mieux connaître les espèces de faune et de flore qui nous entourent, donc toute cette biodiversité dont on fait partie, pour pouvoir derrière mieux les protéger, mieux protéger cette biodiversité, mieux la prendre en compte à la fois dans nos actions du quotidien, dans les actions, les projets d'aménagement du territoire, pour proposer des mesures concrètes de protection. Et tout ceci avec un fort volet de sensibilisation. Voilà. Pour nous, c'est vraiment important de sensibiliser et de partager cette connaissance à la fois avec les habitants et tous les acteurs du territoire. Alors, qui va pouvoir réaliser ces inventaires? Il y a à la fois des spécialistes, donc ça va être des salariés de la LPO, mais aussi d'autres structures qui vont intervenir pour réaliser des inventaires, des prospections sur le territoire. Et vous me voyez venir également, ça peut être vous, habitants de la métropole ou même riverains, en fait, personnes qui, si vous fréquentez le territoire, vous pouvez vous aussi participer et alimenter ces biodives. Comment? Eh bien, en participant à 4 enquêtes qu'on a mis en place, que vous pouvez voir à l'écran. Donc, il y a une enquête qui s'appelle Sabaf pour nous, qui concerne les escargots et limaces. Une enquête qu'on a appelée enquête de voisinage, qui zoome un petit peu sur des espèces qui sont voilà, nos voisins, parce qu'ils vont ils vont nicher, se reproduire ou se retrouver très près de chez nous. Il y a une enquête mission hérisson, qui est vraiment ciblée sur cette espèce de mammifère. Et l'enquête dont on va beaucoup parler aujourd'hui, Comptons nos hirondelles, ciblée sur 2 espèces nicheuses sur le territoire. Pour ça, il n'y a vraiment pas besoin d'être expert, encore une fois, il suffit juste d'être curieux et d'avoir envie d'apprendre et de s'intéresser à la biodiversité. Comment participer? En fait, dès que vous avez vu une espèce d'une de nos 4 enquêtes sur la métropole, vous pouvez vous connecter sur notre site internet, cbiodive.org, et transmettre ces observations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a une vidéo tuto qui sera là pour vous guider. Et on a fait aussi des petits guides d'aide à l'identification pour vous permettre de bien reconnaître les espèces en question. Voilà, ça c'était un petit peu le contexte dans lequel s'intègre cette enquête Comptons nos hirondelles. Et donc maintenant, on peut commencer, on va faire un zoom sur ces belles migratrices, donc ces oiseaux qui sont annonciateurs du printemps, donc qui ont une connotation souvent très appréciée par tous, parce que voilà, ça annonce le retour des beaux jours. Donc avant d'aller dans l'enquête en elle-même, on va faire un petit rappel des hirondelles qu'on peut trouver sur le territoire, apprendre à les reconnaître pour pouvoir mieux participer. Alors, pour rappel, ou pour information, pour ceux qui ne savaient pas, il existe en France 5 espèces d'hirondelles qui vont se reproduire sur le territoire métropolitain. Et en Auvergne, on en retrouve 4 sur ces 5. Les 4, vous les voyez à l'écran. Il y a l'hirondelle rustique, l'hirondelle de fenêtre, l'hirondelle de rocher et aussi l'hirondelle de rivage. Les hirondelles, on les reconnaît, c'est un groupe d'espèces qui est caractérisé parce que ce sont des oiseaux qui ont un bec relativement court, souvent triangulaire et un peu plat, des ailes assez longues qui vont dépasser de leur corps et des pattes très petites.
Donc nous, dans le cadre de l'enquête Comptons nos hirondelles, sur la métropole, on va vraiment s'intéresser à deux espèces, les deux espèces les plus communes que vous pourrez voir le plus souvent, ça va être l'hirondelle rustique et l'hirondelle de fenêtre. Donc c'est deux oiseaux du haut sur les photos. Les deux autres, on les voit un peu plus rarement. Alors, l'hirondelle de fenêtre. C'est la plus petite, ce sera la plus petite des deux. Elle fera 12 à 13 cm de long. Et son envergure, ce sera, voilà, on a mis de 26 à 29 cm. Pour rappel, l'envergure, c'est quand l'oiseau aura ses ailes ouvertes, donc en vol. Et c'est des oiseaux vraiment très très petits, parce qu'elles pèsent qu'une quinzaine de grammes. Comment la reconnaître? Elle aura le dessous du corps bien blanc. Juste en dessous de l'œil, ça fait une ligne de démarcation. Le dos, le dessus du corps noir avec des reflets un petit peu bleutés. Et elle aura un croupion blanc. Le croupion, ça va être le bas de son dos, là, que vous pouvez voir au bout de la flèche jaune. Donc ça, c'est vraiment des critères pour reconnaître l'hirondelle de fenêtre. Et sa queue sera fourchue au bout, mais relativement courte. Un autre indice qui permet de reconnaître cette espèce, c'est son chant, que je vous propose d'écouter sans plus tarder. Donc ça fait vraiment un babil, avec des notes parfois un peu rêches. Donc je pense que ceux qui ont la chance d'avoir des hirondelles de fenêtre près de chez eux ou même sur leur maison reconnaîtront et seront très familiers avec ce cri-là. L'hirondelle de fenêtre, ça va être plutôt la citadine. Elle va nicher en ville, dans les bourgs, sous les avant-toits des maisons. Ou alors on peut aussi les retrouver à l'angle des fenêtres ou encore sous des ponts, mais toujours à l'extérieur des bâtiments. Comment distinguer son nid? Donc son nid va être en forme de coupole, en hémisphère, et il va être fermé, avec seulement une petite ouverture arrondie au sommet, comme vous pouvez le voir sur les photos. Comment elle va construire son nid? En fait, elle va réaliser des petites boulettes de boue. Donc pour ça, elle va aller les chercher auprès de flaques qu'elle va mélanger avec de la salive et elle va pouvoir ensuite venir disposer ces petites boulettes les unes à côté des autres pour construire son nid, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et donc c'est plutôt un travail assez impressionnant puisqu'il va y avoir plus de 1000 boulettes pour construire un nid. Donc voilà, là maintenant vous savez reconnaître l'hirondelle de fenêtre et son nid. On passe maintenant à la deuxième hirondelle de notre enquête, donc l'hirondelle rustique. Elle va être un petit peu plus grande. Son envergure dépassera là, les 30 cm, mais elle restera à peu près dans les mêmes gabarits, entre une quinzaine, une vingtaine de grammes environ. Donc, comme l'hirondelle de fenêtre, elle aura le dessus bleu, noir avec des reflets métalliques, mais elle n'aura pas le croupion blanc qu'on retrouve chez l'hirondelle de fenêtre. Par contre, elle aura trois couleurs, puisqu'elle aura le dessous du ventre blanc crème, et la gorge et le front plutôt rouge brique. Voilà, qui sera vraiment un critère qui permet de reconnaître cette hirondelle-là chez nous. Autre critère, elle aura une queue fourchue avec des longs filets qu'on ne retrouve pas, comme vous avez pu le voir, chez l'hirondelle de fenêtre. Et là encore, on peut la reconnaître avec son chant qui va ressembler quand même beaucoup à celui de l'hirondelle de fenêtre pour celui qui n'a pas l'oreille très avertie. C'est un gazouillis, mais peut-être un peu moins, avec des notes un peu moins rêches. Voilà, pour ceux qui ont eu la chance de les entendre, puisqu'elles sont revenues par chez nous depuis quelques jours maintenant. Donc on a dit tout à l'heure, l'hirondelle de fenêtre, elle est plutôt citadine. L'hirondelle rustique, elle, ça va être plutôt la campagnarde. Elle va nicher plutôt dans les bâtiments agricoles, dans les granges, dans les étables, et à l'intérieur des bâtiments. Elle va construire son nid à peu près de la même manière que l'hirondelle de fenêtre en faisant des boulettes,
à partir d'un mélange de boue et de salive. Et elle, souvent, elle va aussi rajouter des brindilles, des débris végétaux pour consolider le nid. Et à chaque fois, ça peut mettre entre 7 à 15 jours pour construire un nid. Donc c'est un important travail pour elle. Et donc, contrairement au nid de l'hirondelle de fenêtre, qui était, je le rappelle, clos avec une petite ouverture seulement, là, il va être entièrement ouvert sur le dessus. Comme vous pouvez voir sur la photo, où on voit les jeunes au nid. Donc voilà, vous avez maintenant normalement tous les éléments pour pouvoir bien distinguer ces deux hirondelles. Mais attention, il peut y avoir des pièges, notamment dans la région clermontoise. Il y a deux autres espèces qu'on peut voir qui ne sont pas des hirondelles, mais qui sont des martinets. Ils vont avoir une silhouette à peu près similaire, mais en réalité, ils vont être plus grands. Celui qu'on va retrouver, qui sera le plus commun, ça va être le martinet noir, là, qui est revenu depuis, je dirais, un peu plus d'une semaine dans les environs de Clermont-Ferrand. Et il aura des ailes vraiment en forme de faux. Ça, c'est vraiment un critère qui permet de le distinguer. Ils vont pousser des cris très stridents, caractéristiques, que je vous fais écouter. Voilà, ça c'est vraiment, pour moi ça me rappelle directement l'été, parce que c'est des oiseaux qui sont aussi migrateurs et qui reviennent de mai à août par chez nous. Le martinet à ventre blanc, on l'aura moins sur la métropole, mais c'est pas impossible de le voir. Il ressemble beaucoup au martinet noir, et il a le ventre et la gorge blanche. Très rapidement son chant et ses cris. Voilà. Maintenant, vous avez toutes les billes. Un petit quiz, donc, juste pour voir si vous arrivez avec ces éléments à identifier l'espèce sur la photo. Alors, je ne vais pas laisser trop de suspense, mais on est effectivement avec le croupion blanc qu'on voit bien et la queue assez courte, on est en présence d'hirondelles de fenêtre. Et même si on regarde bien, l'individu qui est à gauche est un juvénile puisqu'il a les commissures du bec jaune. Il faut avoir de bons yeux. Maintenant, donc, on sait reconnaître un petit peu vous savez maintenant reconnaître ces deux espèces et faire attention avec les martinets. Je suis sûre que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur leur cycle de vie. Alors, je pense que voilà, je vous apprends rien, ce sont des oiseaux migrateurs. Donc, qui vont passer une partie de l'année chez nous, en Europe, et une autre partie en Afrique. Donc, pour commencer, on va attaquer avec la période du printemps-été, donc cette période actuellement où elles vont revenir, donc elles vont faire la migration prénuptiale, donc avant la reproduction, elles vont revenir de leur quartier d'Afrique pour se reproduire en France. Donc, elles reviennent pour l'hirondelle rustique qui sera la plus précoce à partir de mars, et l'hirondelle de fenêtre souvent suit juste après. Donc le gros du retour, c'est mars-avril pour ces deux hirondelles. Elles vont réaliser 2 nichés par an, parfois 3 en fonction des conditions, et à chaque fois ce sera entre 3 à 6 jeunes qui vont pouvoir grandir. Une fois que la femelle aura pondu les œufs, il y aura un temps où elle va couver pendant une quinzaine à une vingtaine de jours en fonction de l'espèce. Et ensuite, les jeunes vont rester au nid pendant encore 20 à 30 jours. Pendant cette période-là, les parents vont être très très actifs puisqu'ils vont réaliser beaucoup d'allers-retours pour aller nourrir les petits. Ce sont des espèces strictement insectivores, donc elles vont ramener énormément d'insectes qu'elles vont capturer au vol. Puis après, 20 jours plus tard, les jeunes vont commencer à s'émanciper un petit peu, à sortir du nid en tout cas, mais ils seront toujours bien dépendants des parents. C'est-à-dire, ils vont rester sur des branches à proximité, sur des fils, etc. Et les parents vont continuer à les nourrir pendant 8 à 15 jours. Ils vont ensuite leur apprendre à chasser. Et enfin, les jeunes vont pouvoir devenir autonomes et se débrouiller par eux-mêmes. Voilà pour leur séjour
en résumé quand ils sont par chez nous. Et puis après, à partir de août et jusqu'à mi-octobre, et parfois ça s'étend même jusqu'en novembre, va commencer la deuxième migration où elles vont rentrer dans leur quartier d'hivernage en Afrique. Pourquoi? Parce que la ressource alimentaire va commencer à manquer en Europe. Il y a beaucoup moins d'insectes pendant l'hiver ici, alors que la nourriture est abondante en Afrique. Elles vont parcourir entre 200 à 300 km par jour. Il va y avoir des grands rassemblements d'individus qui peuvent être assez impressionnants à voir. Au total, aller-retour, ça va être entre 10 000 à 20 000 km la migration. Donc, c'est plutôt, moi, ça m'a toujours impressionné, d'autant plus vu la taille de ces oiseaux. Et ils vont rencontrer aussi beaucoup de dangers lors de cette migration. Il y a la traversée de la mer Méditerranée, la traversée du Sahara, plus la prédation naturelle, ce qui fait qu'au total, en fait, il y en a à peu près la moitié qui ne vont malheureusement pas réussir à survivre à cette migration. Alors, je suis sûre que vous êtes très curieux de savoir jusqu'où vont les hirondelles. Donc, voilà une petite carte pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et j'ai remis aussi les deux autres hirondelles qu'on peut trouver en Europe. Donc, celle qui va le moins loin, ça va être l'hirondelle de Rocher qui va hiverner en Afrique du Nord et même en Espagne, Portugal. Et donc, les hirondelles de fenêtre et rustiques, elles vont aller vraiment plus loin jusqu'en Afrique occidentale. Bon, la partie peut-être un peu moins gaie, mais qu'il faut quand même mentionner, c'est que depuis ces 30 dernières années, il y a un constat qui est fait sur beaucoup d'ailleurs de populations d'oiseaux, c'est qu'il y a une forte diminution de leur population en France, mais même de façon plus large, parfois de moins 30 à moins 50% en fonction des régions. Alors, ça me permet de mettre aussi un petit peu en avant le travail que peuvent réaliser les bénévoles, des bénévoles LPO. Donc, les bénévoles sont vraiment une force très très importante de cette association. Et donc, il y en a plusieurs sur la métropole ou à proximité qui ont initié des suivis de ces espèces d'hirondelles, notamment l'hirondelle de fenêtre, et qui montrent, voilà, depuis 2007-2009, qui peuvent permettre de faire ressortir des tendances. Ils vont compter les nids qui sont occupés sur ces communes-là. Et donc, on voit par exemple à Cournon que ça suit la tendance nationale avec une tendance au déclin. Mais il y a aussi des résultats un peu plus positifs, vu que dans le bourg de Romagna, ces 4 dernières années, il y a un peu plus de nids qui sont occupés. Donc voilà, ça reste encourageant et ça permet de renforcer le fait que c'est important de sensibiliser et aussi que les nichoirs artificiels peuvent porter leurs fruits, puisque notamment il y en a plusieurs qui ont été installés sur cette commune. Alors si on s'intéresse maintenant aux causes de ce déclin, tout de suite on va parler de l'agriculture intensive, qui va faire qu'il y aura moins d'habitats qui seront favorables à ces espèces d'oiseaux. Il y aura de moins en moins de bâtis agricoles qui va permettre à l'hirondelle rustique de faire son nid. Il y a aussi, on peut parler de la suppression de certaines zones qui vont leur servir de repos ou de zones d'alimentation, comme les zones humides, donc tout ce qui va être étangs, marais, des prairies naturelles aussi, les haies. L'utilisation de pesticides, avec la diminution forcément d'insectes, de la population d'insectes qui va être associée. Vu que, comme on l'a dit, ce sont des oiseaux strictement insectivores. Il y a également en cause la destruction des nids, ça c'est surtout vrai pour l'hirondelle de fenêtre. Elle n'est pas toujours appréciée par les propriétaires qui ont des nids, puisqu'elles vont provoquer des salissures avec leurs fientes, et certains vont même jusqu'à du coup détruire les nids ou empêcher la nidification. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est strictement interdit par la loi, vu que ce sont des oiseaux, toutes les hirondelles, protégées par la loi française. Il est interdit de leur porter atteinte à elles ou à leur nid. Mais voilà, pour autant, c'est quand même un fait. Et il faut savoir qu'il existe des solutions pour limiter ces salissures en posant par exemple des dispositifs, des petites plaques en bois juste en dessous pour stopper les fientes.
Autre cause, notamment l'artificialisation des sols. Elles ont de plus en plus de mal à trouver de la boue, de l'eau. Il y a la sécheresse aussi qui va rendre compliqué l'accès aux matériaux pour construire leur nid. Donc maintenant, si on s'intéresse un peu plus au positif, comment on peut agir pour les hirondelles, pour mieux les accueillir sur le territoire? Alors ça passerait en effet d'abord par une conservation des habitats qui leur sont favorables, notamment pour les hirondelles rustiques, tout ce qui va être prairies, les haies, les vergers. Mais bien sûr, ça en tant que particulier, on peut se dire, on peut se sentir un peu démuni par rapport à ça. Mais on peut quand même faire le choix, via sa consommation, de promouvoir une agriculture qui va être respectueuse de l'environnement. Après, si vous avez une grange, si vous êtes plutôt à la campagne, une grange ou des bâtiments où vous savez que les hirondelles peuvent venir nicher, et bien vous pouvez simplement laisser la porte de l'étable ouverte ou des ouvertures qui va permettre aux hirondelles de venir s'installer. Il y a d'autres solutions. On peut aussi poser, j'en parlais tout à l'heure, des nids artificiels qui peuvent être occupés pas toujours les premières années, il faut savoir être patient, mais qui montrent quand même des bons résultats. On peut aussi installer des bacs à sable ou des flaques artificielles pour permettre aux hirondelles de venir chercher la boue pour construire leur nid. Un point aussi qui est très important pour moi, c'est de sensibiliser les propriétaires de nids à ces espèces, leur parler des espèces et pourquoi il est important de les protéger. Et si vous habitez donc sur le territoire ou vous fréquentez le territoire de la métropole, vous pouvez aussi donc nous aider en transmettant vos observations et en participant à l'enquête Comptons nos hirondelles. En fait, là, on va vous inviter à compter leurs nids. Donc, d'où la nécessité de pouvoir distinguer les types de nids et différentes espèces. Et derrière, nous, ça nous permettra à la fois de pouvoir estimer l'évolution des populations, les tendances, et de mieux les protéger, d'aller à la rencontre des particuliers, de suivre les nids. Un nid connu sera un nid mieux protégé. Alors, comment vous pouvez participer concrètement à cette enquête? Vous allez voir, c'est assez simple. En fait, on vous invite à rechercher les nids sous les toits pour les hirondelles de fenêtre et dans certains bâtiments pour les hirondelles rustiques, à les compter en observant, en distinguant s'ils sont occupés ou non, et à nous transmettre ces observations sur notre site internet cbiodiv.org. Alors, comment savoir si un nid est occupé? Il y a des indices qui peuvent vous aider assez simplement. Vous pouvez voir les jeunes au nid, si vous avez de la chance et s'ils sont déjà un peu grands, un peu curieux. Donc là, on voit bien encore une fois que c'est des jeunes puisqu'ils ont le bec, les commissures du bec jaune, comme vous pouvez voir sur les photos. Un autre indice, ça va être des allers-retours incessants des parents qui vont faire le nourrissage. Et il y a aussi les traces de fientes près du nid ou au sol. Alors, quand compter les nids, donc ça va être de mi-mai à août-septembre pour les plus tardives, parce que c'est là où elles vont se reproduire. Si vous avez vu aussi des nids d'hirondelles, mais qui sont en dehors de la métropole clermontoise, vous pouvez quand même partager vos observations avec nous. Donc, comme vous l'aurez compris, Comptons nos hirondelles, c'est vraiment une enquête qui est propre au territoire de la métropole clermontoise. Et donc, le cbiodiv.org permettra de cibler seulement ce territoire, mais vous pouvez aussi transmettre hors territoire via fauneauvergne.org ou une application mobile qui s'appelle Naturaliste. Alors, si on résume, en contribuant à cette enquête et en contribuant à toutes les enquêtes de cbiodiv et à cbiodiv en général, vous allez pouvoir nous aider à mieux connaître la biodiversité et les espèces qui sont présentes sur la métropole. Et derrière, participer en fait à leur protection et à leur valorisation, puisque c'est notre patrimoine naturel en fait. Donc pour nous, c'est vraiment important de réaliser ces actions-là.
J'en arrive à la fin de cette petite présentation qui a été certes un peu dense. Donc, pour tout savoir de l'Atlas, si vous avez envie d'aller voir les autres espèces des différentes enquêtes, je vous invite à aller sur notre site internet cbiodiv.org. Vous y trouverez aussi plein de fiches dans l'onglet Accueillir la biodiversité, des fiches conseils sur comment accueillir les espèces de faune, de flore chez soi. Voilà, je vous invite vraiment à aller parcourir ce site internet. Et maintenant, j'ai envie de dire, c'est à vous de jouer. Donc, si vous êtes prêts à partir en quête de biodiversité, à vos jumelles, à vos observations, et on vous retrouve, on vous attend sur cbiodiv.org. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, d'avoir été avec nous ce soir. Juste avant d'enchaîner avec un petit temps de questions, si vous en avez, j'en profite pour vous inviter, si vous vous retrouvez dans les valeurs de la LPO, à adhérer à l'association ou adhérer à nouveau. Et aussi, si l'envie vous dit de vous impliquer en tant que bénévole, vous pourrez notamment bénéficier de différentes actions et notamment des petits cycles de conférences en ligne si le format vous plaît. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vais laisser à nouveau la parole à Marie pour s'il y a eu entre-temps des questions, des réponses ou si vous souhaitez en écrire maintenant. Bon, les commentaires et les questions arrivent. Pas de problème technique pour ces personnes-là. En tout cas, ils remercient pour la présentation qui était très claire. Et donc, les 3 personnes m'ont dit qu'ils n'avaient pas de questions parce que c'était... C'est très, très clair. Et entre parenthèses, j'ai quelqu'un qui me dit Beaumont. Alors, oui, c'est une commune qui fait partie de la métropole. Oui. Donc, a priori, vous pouvez participer à cette enquête et aux autres. Notre question, tout allait bien, c'était clair. Au boulot maintenant. Pareil, pas de questions, j'ai tout entendu. Voilà, possibilité d'une sortie hirondelle grand public sur Romagna les samedis. C'est Jean-François Carias du groupe local Romagna. Super, oui, effectivement, un groupe qui est très actif et notamment pour la protection de ces espèces-là sur leur commune. Et donc, n'hésitez pas aussi à... Pardon. Il précise que c'est les 2 derniers samedis du mois de juin. Super, et ben on pourra relayer normalement. Effectivement, les conditions nous permettront de se réunir un peu plus et de faire des sorties à plus nombreux. Alors, nous avons une autre question. Quels sont les critères à remplir sur cbiodiv? Ou plutôt, lorsqu'on repère des nids, qu'est-ce qu'on note exactement? Alors oui, effectivement. On a une petite vidéo tuto donc je vous invite à regarder qui précise ça. Là, j'ai pas pu la diffuser parce que souvent ça provoque des bugs, donc ça n'aurait pas été pratique. Mais ce qui vous est demandé, ça va être déjà d'une part où il y aura une carte où vous pourrez zoomer pour soit localiser l'endroit où vous avez vu le nid, soit vous êtes déjà sur le terrain et vous le faites depuis votre téléphone portable et vous pouvez activer la géolocalisation. Donc ça, c'est une chose, localiser le nid sur la carte. Ensuite, vous allez devoir sélectionner l'espèce en question, si c'est l'hirondelle de fenêtre ou l'hirondelle rustique. Vous pouvez renseigner à la fois une observation qui concerne un nid. Donc là, si le nid va être endommagé, occupé, ou alors entier mais non occupé. Et vous pouvez aussi renseigner des informations sur les hirondelles. Si vous avez vu une hirondelle mais qui n'est pas sur le nid, c'est aussi qui est à proximité du nid, c'est aussi possible de le rentrer. Voilà, et donc il y a la date qui est aussi importante, ça va être la localisation, l'espèce, la date, le nombre, et puis vous pouvez rajouter des commentaires et des photos si vous voulez. Je pense que je n'ai rien oublié. Merci. Alors, j'essaye de vous comprendre. Ah oui, donc ce monsieur dit qu'il a fait un ravalement, enfin oui, il y a eu un ravalement de façade avec des crépis anti-salissure et donc l'adhérence des boulettes était impossible
Et il dit que c'est bien plus fréquent que de la destruction volontaire. Oui, effectivement, ça, je suis peut-être allée un peu vite. Il y aurait eu plein de choses qui auraient pu être mentionnées, mais effectivement, la destruction des nids, le ravalement de façade, et maintenant, il y a de plus en plus de matériaux qui sont lisses et qui permettent pas l'adhérence des nids, effectivement. Et c'est une autre problématique. Donc, c'est pour ça que si il y a eu un ravalement là où il y avait déjà des nids, déjà, on va espérer que les nids, s'ils ont été détruits, c'était hors période de nidification. Et il y a aussi la possibilité de remplacer, enfin compensant entre guillemets, en mettant des nids artificiels, si les propriétaires sont ouverts à la proposition. Je peux peut-être terminer avec une autre question. Elles arrivent toutes maintenant. Pour les installations de nichoirs artificiels, quelle hauteur et quelle orientation tu conseillerais? Alors pour la hauteur, enfin souvent ça va être sous les toits en fait, donc ça va vraiment dépendre du bâtiment. Après, pour l'orientation, alors je ne serai pas experte sur l'installation, peut-être que des personnes de Romagna qui maintenant maîtrisent bien le sujet pourront me compléter, mais j'aurais tendance à penser que plein sud, ce serait à éviter, puisque les nids pourraient sécher plus vite et donc se fragiliser plus vite. Après, si c'est toujours intéressant de mettre des nids artificiels à des endroits où il était connu, enfin où des nids ont été connus. Et donc a priori, si les espèces se sont installées là, c'est que les conditions leur conviennent. Voilà, j'espère ne pas avoir répondu à la question correctement. Merci. Alors, je pense que j'ai une dernière question. Ils observent donc régulièrement le vol d'hirondelles en journée, mais elles demandent précisément à quel moment on peut les voir plus proches du nid. Eh ben, ça va être au moment de... Là, peut-être que vous voyez encore des individus qui sont de passage, qui sont encore en migration, et donc qui ne seront pas forcément installés au nid. Mais sinon, en fait, il faut guetter. Ça peut être, enfin, souvent on dit que les oiseaux, on se nourrit plutôt en début de journée et fin de journée. Après, en période comment dire, quand il y aura les jeunes, le nourrissage devra être très régulier parce qu'ils sont très demandeurs en nourriture, donc ça pourra être à tout moment de la journée, j'ai envie de dire. Très bien. Et donc, si on n'habite pas dans la commune, on note nos observations dans Faune Auvergne. Voilà, Faune Auvergne. Alors l'interface sera peut-être un peu, enfin, sera différente. Je ne sais pas si les personnes sont déjà habituées, celles qui posent la question, à cet outil ou pas. Mais voilà, donc effectivement, Faune Auvergne ou avec le téléphone portable naturaliste et le basculement se fera sur Faune Auvergne. Dans tous les cas, ce seront des données qu'on valorisera dans l'Atlas. Non, pardon. Dans l'Atlas aussi, si c'est sur la métropole, mais ce sera des données qui seront valorisées au niveau de la LPO, mais pas propres à ces biodives. Je me suis embrouillée. Eh bien, très bien. Plus de questions pour moi. Eh bien, super. Merci beaucoup, Marie, d'avoir assuré ce rôle. Et je remercie aussi Audrey, qui est en mode discret, mais sans qui on n'aurait pas forcément pu faire la réunion dans ces bonnes conditions. Et puis aussi les membres des groupes locaux de Romagna et de Cournon notamment qui m'ont fourni des éléments pour cette présentation. Eh bien, je ne sais pas si Marie, tu voulais rajouter quelque chose ou si c'est bon. Non, merci Gaëlle pour cette présentation et merci à tous d'avoir participé. À une prochaine fois peut-être pour d'autres conférences. C'est ça. N'hésitez pas à rester informé de nos actualités sur cbiodive.org ou sur le Facebook de la LPO en Auvergne. Au plaisir de vous retrouver en vrai, peut-être. Très belle soirée à tous et à bientôt.